Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Le merge est officiellement là, et bah voilà, comme d'hab, et comme prévu, ça s'est bien passé. C'était prévisible pour ceux qui savaient de quoi il parlait. Il y en a plein qui ont alimenté des narratifs à la con depuis. Attention, la décentralisation, du consensus, attention, il pourrait y avoir des bugs. Comme on l'a dit, bon, franchement, c'était moins d'1% de chance que ça se passe, donc autant dans ce cas-là dire que ça va bien se passer, plutôt que de parler pour rien. Donc ça s'est bien passé. C'était prévu, c'était prévisible, j'ai envie de dire. Il y avait toujours un risque, le risque zéro n'existe pas, mais ça valait franchement pas la peine d'animer la galerie depuis des semaines avec si peu de probabilité que ça chie. Donc bref, c'est là, le merge est là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, l'inflation est bien réduite, tout ça on le savait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui travaillent correctement, ils ont fait leur travail. Et donc ils avaient prévu que l'inflation chuterait de temps, l'inflation a chuté de temps. Les gens avaient prédit que normalement Ethereum serait en oscillation entre des phases de déflation et des phases de légère, très légère inflation, et c'est exactement ce qu'on a. Donc, encore une fois, les gens qui font correctement leur travail, les gens qu'il faut écouter, et pas les gens qu'on voit partout sur les réseaux, ils ne se sont pas plantés. Voilà. Donc bravo à eux déjà. Et puis le deuxième truc qu'on va faire, c'est que je suis quand même affligé qu'il n'y ait personne qui ait mentionné ça aujourd'hui, alors que putain, c'est quand même la base. Et pour moi, le truc le plus important qui vient de se passer aujourd'hui, alors oui, ça y est, Proof of Stake, oui, on brûle plus de l'énergie pour rien, oui, blablabla, ESG, oui, la réduction de l'inflation, oui, Ethereum a de nouveau été ultrasound money, mais putain, il n'y en a pas un qui a capté que c'était le premier jour de sa vie où Ethereum fait des bénéfices. Ah putain, ça vous en avez pas entendu parler aujourd'hui, et pourtant c'est probablement la chose la plus importante qui vient de se produire aujourd'hui. La réduction de l'émission d'Ethereum, c'est son principal coût, sa principale dépense, sa sécurité. Pour assurer la sécurité du consensus, le Proof of Stake coûte infiniment moins cher que le Proof of Work. Ce que ça vient de produire, c'est que le coût de fonctionnement d'Ethereum vient d'être réduit de 90%. Alors que ses bénéfices sont toujours là, puisque comme on l'avait prévu, la demande n'a pas du tout quitté ce réseau, bien loin de là d'ailleurs. Elle va probablement même attirer de nouvelles demandes, cette transition Proof of Stake. Ça, on l'a vu avec le modèle, ce modèle-là, qui est de dire, déjà, on a connu un pic de hype en 2021, donc vous pouvez être sûr que la hype va remonter. Maintenant, comme on l'a vu, cette hype ne retrouvera pas les niveaux de 2021, elle ne suffira donc pas à alimenter la poursuite de ce protocole. Il nous faudra donc miser sur d'autres facteurs, et principalement les ruptures technologiques, qui semblent plus qu'évidentes avec cette mise à jour du consensus. Ça va permettre de faire plein de nouvelles choses. Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, on a juste changé le machin, au lieu de brûler de l'électricité, on fait rentrer les gros richoux. » Bon, c'est n'importe quoi, c'est de la pure connerie encore une fois. Donc quand on écoute les gens qui savent de quoi ils parlent, ces gens-là vous disent que concrètement, le passage en Proof of Stake, ça va changer énormément de choses sur la façon dont on obtient le consensus sur Ethereum. Et surtout, ça va permettre de faire plein de choses sur le plan technique. Hormis le fait d'avoir attiré plein de regards, le fait qu'il y a toujours plus de développeurs qui codent en Solidity, tout ça, je vous dis, il y a bien un moment donné où il faut que vous compreniez que la transition Proof of Stake, ça ne se limite pas au changement brûler d'énergie, ça change plein de choses qui vont permettre à des développeurs de réaliser pas mal de choses, que ce soit sur les méthodologies des RPC, etc. Ça change beaucoup de choses sur l'architecture du réseau de passer en Proof of Stake. Et ça va permettre de changer énormément de choses dans les protocoles qui sont construits sur Ethereum. Si vous ne comprenez pas que ça, c'était nécessaire pour ce qui arrive à mon avis, c'est-à-dire les ruptures technologiques, voilà. Maintenant, restons rationnels. Ces ruptures technologiques, elles sont spéculatives. Je vous les annonce parce qu'elles sont plus que probables, mais encore une fois, je peux tout à fait raconter n'importe quoi. Ça peut être un narratif. On n'en aura la certitude que quand elle arrivera, cette rupture technologique. Donc pour l'instant, restons rationnels, c'est spéculatif. La seule chose dont on est sûr, c'est que de toute façon, la hype va revenir, parce que c'est le modèle qui le dit. La hype, c'est cyclique, mais on sait qu'elle ne reviendra jamais au niveau de 2021. Donc elle ne se suffira pas à elle seule. On sait que l'adoption, clairement, elle est là. Donc, la hype et l'adoption sur Ethereum, c'est les deux facteurs qui sont garantis. Ok ? Je vous ai mis ici en noir la somme cumulée de ces trois trucs. Le principal contributeur, c'est effectivement la S-curve. S'il n'y a pas de hausse de performance, Ethereum aura du mal à s'installer longtemps au-dessus de son ATH. Mais la demande, rien qu'avec le retour de la hype et l'adoption, ça suffit à ramener la demande d'Ethereum au niveau de 2021. Proche d'eux. D'accord ? Ça n'ira pas au-dessus. Mais rappelez-vous, l'équation du prix, c'est l'offre et la demande. Donc, en 2021, si on obtient la même demande qu'à l'époque,
Alors qu'à l'époque, l'émission d'Ethereum, c'était 4,5%. Aujourd'hui, c'est au maximum 0,5%, et ce sera inférieur à ça, et ça dépend des fee burn. Plus on brûle de fees, plus on descend en dessous des 0,5. Pour tendre, parfois même, jusqu'à, de toute façon, de la déflation. D'accord ? Mais l'inflation maximale, maintenant, c'est 0,5. On n'ira jamais au-dessus de ça. C'est un maximum, comparé à 4,5. Vous vous réveillez un peu ou pas ? Donc ça veut dire qu'à niveau de demande équivalent à 2021, il y a déjà 90% du supply, enfin de l'émission, qui est réduite. Donc déjà, vous comprenez que ça ne peut pas produire les mêmes prix. Donc si vous ne comprenez pas déjà qu'avec les bases dont on a pas mal de certitudes, rien n'existe avec la certitude 100%, mais juste avec la hype et l'adoption, Ethereum devrait retrouver des niveaux de demande similaires à 2021, avec une réduction de son émission de 90%. Si vous ne comprenez pas que du coup, il n'y aura aucun mal pour qu'Ethereum retraite des ATH et aille au-dessus des 4500 $, il faut juste revoir votre équation supply-demande. Mais surtout, je vous dis, ce dont personne ne parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un autre facteur là-dedans. Dans la demande, un protocole qui a peu de dépenses et qui réalise des millions de dollars de profit, voire des milliards, vous pensez que ça ne crée pas de demande ? Parce que c'est quand même la base du truc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont mis mais des œillères à un point où vous avez tellement joué au casino avec le trading, des cryptos, etc., que vous en avez oublié qu'à la base, on recherche des réseaux qui doivent normalement générer des profits. Alors au début, il y a la phase de compétition, d'incentivize, etc., et tout ça. Donc évidemment, tout le monde y va de son inflation pour diriger le capital. Créer de nouveaux protocoles, faire des grants, etc., tout ça, ou rémunérer les VCs qui ont payé le développement initial, etc. Tout ça, c'est normal. Il faut que ce soit fait via un coût de l'inflation. Mais là, concrètement, putain, c'est la première fois de toute sa vie qu'Ethereum gagne de l'argent. Et c'est pas juste la première fois de sa vie, c'est la toute première blockchain au monde qui est profitable. C'est-à-dire que son coût de financement est inférieur à ses revenus. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Il n'y a aucune autre blockchain. Alors, vous pouvez raconter toutes les conneries que vous voulez sur est-ce que le merge va buy the rumor, sell the news, il y a tel pattern de WXY, mes couilles, de Chinku qui croise je sais pas quoi. Faites ce que vous voulez. Mais il y a quand même un moment donné où franchement, je trouve ça déplorable que personne ne parle de ça. Donc c'est pour ça que je vous fais cette émission. Alors j'aime pas, comme je vous dis, juste taper sur les autres avec leur délire d'analyse technique de court terme. Je trouve ça, encore une fois, très déplorable. Mais bon, restons rationnels. Si on doit faire une analyse de prix, d'accord ? Il n'y a pas de W machin, je sais pas quoi. On est dans un range. Ça va très très vite. Donc déjà, si on fait abstraction du contexte, ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire qu'on vient quand même de se manger une énorme pattern de déflation, ça c'est l'autre modèle que je vais reprendre, hop, celui-là, qui est donc de dire on est parti comme un couteau qui tombe, etc., alors que la valeur moyenne est clairement à la hausse, je vous l'ai dit. De toute façon, la demande sur Ethereum va revenir au moins au niveau de 2021, avec une réduction du supply, et en plus de ça, aujourd'hui, on fait des profits. Donc, bon sang, bonsoir. Et je parle même pas des ruptures technologiques, qui sont, à mon avis, presque garanties, mais restons objectifs. Donc, ce cocktail-là, si vous ne comprenez pas qu'à chaque jour qui passe, la valeur d'Ethereum, elle monte, on a le droit de ne pas être d'accord sur le niveau relatif de cette valeur. Là, ici, encore une fois, j'utilise des modèles, d'accord ? Modèles qui sont quand même et qui ont fait l'épreuve du temps sur des marchés bien autres que les cryptos, et particulièrement la méthode de la régression linéaire. Voilà, bon, la régression linéaire, elle nous dit aujourd'hui, le prix minimum d'un Ethereum, c'est à peu près 2002, quoi. Et c'est vraiment au stricto minimum, d'accord ? Et là, je prends toute l'historique de vie du truc. Donc 2002, ça veut dire qu'on est sous la valeur. Valeur qui va monter, puisqu'on l'a vu, les fondamentaux ne trichent pas. La demande, même sans des ruptures technologiques, va revenir au niveau de 2021. Le supply étant pas du tout au niveau de 2021, vous pouvez être sûr qu'Ethereum retradera en ATH un jour. La question, c'est juste, qu'est-ce qui se passe si en plus de ça, on ajoute des bénéfices et des ruptures technologiques ? Je vous laisse juste réfléchir à ça une seconde. Maintenant, là, on parle de valeur. Donc, la valeur, c'est à quel seuil de tolérance le prix est justifiable en investissement. Donc, quelle est la stratégie spéculative, puisque là, on parle d'introduire du capital, qui permet de s'exposer à la hausse de cette valeur. La valeur, ça se travaille à travers le temps.
L'erreur que commettent beaucoup de gens, c'est qu'à force d'avoir enfermé vos petites têtes à regarder des structures spéculatives, de triangles, je sais pas quoi, symétriques, bah vous en êtes rendu à penser que c'est ça le trading. Que le trading, c'est juste des trucs qui se déplacent. C'est comme au loto, tous les jours on tire des boules, et globalement c'est quand même relativement aléatoire, c'est imprévisible le marché. Mais putain, c'est la plus grosse des conneries que j'ai pu voir en fait. Sortez la merde de vos yeux, en fait. Le marché, c'est pas un jeu à somme nulle, les gars. Je ne sais pas à quel moment ça fait partie de l'illusion collective le trading, tu vois. Le trading, c'est j'achète, je vends, je spécule et je gagne des millions. Non, non, il y a un sous-jacent, en fait. Alors oui, effectivement, il y a de la spéculation dans tout investissement et dans tout actif financier, mais il y a aussi de la valeur. Et vous ne pouvez pas, en fait, scinder les deux, d'accord? La spéculation, si elle ne tient pas compte du directionnel de la valeur, vous jouez contre les statistiques, les gars. Parce que ce n'est pas 50-50 le jeu dans le marché. Quand la valeur d'un actif monte, c'est 60-40. Et si concrètement vous faites partie des cons qui misent systématiquement 40 quand il y a 60% de chances de réussir à l'achat, bah vous faites n'importe quoi. Et c'est pas de la gestion du risque d'être vendeur d'un truc dont la valeur monte. Donc, essayez de rester rationnel. Ça veut dire que, évidemment, tout ce qui est extérieur à l'attraction de la valeur, donc on va dire tout ce qui est petit time frame, vous pouvez faire ce que vous voulez, achat-vente, etc. Mais pour ma part, tout ce qui est en dessous du 4 heures, ça peut passer. Au-dessus du 4 heures, si vous faites abstraction de ce que je viens de vous dire aujourd'hui, ça va faire mal. Parce qu'il y a bien une chose que je peux vous garantir en 10 ans de métier, c'est que ce n'est pas un jeu à somme nulle. Dans le marché, il y a beaucoup de spéculation, oui, mais la valeur, elle va dans un sens. Et le prix peut effectivement diverger de la valeur à un moment donné, mais il ne peut pas aller dans le sens inverse. Donc réveillez-vous les gars, s'il vous plaît. Ok ? L'Ethereum à 1000 $, etc. Bon, possible si on a des gros délires de spéculation. Mais c'est quand même extrêmement peu probable. Et c'est pas parce qu'il y a un triangle horaire qui est cassé, je sais pas quoi, mes couilles, que c'est probable. Concrètement, vos patterns, elles valent rien. On est dans des gros ranges hebdomadaires. Donc trader des ranges dans des ranges dans des ranges, déjà de base, c'est le signe de beaucoup d'immaturité dans le trading. Mais de deux, le faire quand même, on va dire, je ne vous interdis pas de shorter, je vous dis juste, bon, gérez votre risque, etc. Mais surtout de comprendre que ce n'est pas du tout 50-50. D'accord ? Le marché, là, il ne peut pas autant monter que baisser. Il a beaucoup plus de chances de monter que de baisser, parce que le fondamental monte. Point. Et ça, ce n'est pas un argument fallacieux, ce n'est pas un narratif, c'est de la réalité, les gars. Point barre. D'accord ? Restons rationnels. Et j'ai écarté de cette équation la partie la plus spéculative, le fait que, clairement, il va y avoir des ruptures technologiques grâce à l'évolution en proof of stake, mais partons du principe qu'on va juste rester comme on était. Donc, faites comme vous le sentez, les gars. Mais j'aimerais qu'on comprenne, enfin de manière globale, qu'il y a une forte asymétrie, et qu'il y a un facteur dont personne ne parle, c'est qu'Ethereum fait des profits depuis aujourd'hui, et que ça ne va absolument pas se réduire. Voilà. Allez, ciao, ciao.